Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madison Blake avait toujours su se faire discrète. Non pas qu'elle manquait de présence, bien au contraire. Mais elle avait compris très tôt que dans certaines sphères, se faire petite était une stratégie de survie autant qu'un choix de liberté. Âgée de 34 ans, elle travaillait comme coordinatrice administrative chez Keller & Wade Consulting, une firme de stratégie d'entreprise réputée pour son prestige glacé, perchée tout en haut d'une tour de verre sur Park Avenue. C'était le genre d'endroit où les gens ne disaient pas bonjour aux femmes d'entretien, où les CV se lisaient plus vite que les visages, et où l'on pouvait deviner le statut social d'un employé à la marque de sa montre ou à l'épaisseur de sa carte de visite. Mais Madison, elle, n'affichait rien. Pas de logo. Pas de bijoux Tapac sans grave-l'œil. Pas de foulard Hermès noué nonchalamment autour du cou. Juste un chemisier blanc toujours parfaitement repassé, une jupe sobre, des escarpins confortables, et ce sac noir simple mais de belle facture, hérité de sa mère. Chaque matin, elle quittait son appartement de l'Upper West Side à 6h45 précise, montait dans le métro comme n'importe quelle New-Yorkaise, les écouteurs dans les oreilles, souvent avec une playlist de jazz discret ou les podcasts de Harvard Business Review. Elle commandait toujours un café noir sans sucre dans la petite boutique au coin de la 52e rue, tenue par un couple coréen qui la reconnaissait depuis des années. Et elle arrivait toujours à l'heure. Jamais une minute de retard. Jamais un mot de trop. Elle saluait le portier de l'immeuble, Henry, un vieil homme noir qui avait vu défiler des générations de cadres pressés. Elle lui offrait parfois un muffin, qu'il acceptait avec gratitude. Henry Savate. Il voyait dans les yeux de Madison quelque chose que les autres ignoraient, la force tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver, mais tout à préserver. Son bureau était situé au 17e étage entre la salle des archives et le coin pause. Un espace modeste, sans fenêtre, mais toujours rangé, décoré d'une plante verte bien entretenue et d'une photo de sa sœur défunte, Alia, qu'elle n'avait jamais cessé de pleurer en silence. C'était son sanctuaire, son monde à elle. Loin des bavardages et des jeux d'ego. Ses collègues la trouvaient « gentille », ce mot poli qu'on utilise pour les gens dont on n'évalue pas la puissance. Elle ne participait pas aux after-work à cocktail de gin bio, ni aux week-ends de networking à The Hampton. Elle ne venait pas d'Harvard, ni de Columbia. Elle avait étudié à Hunter College, une fac publique, puis travaillé dur, enchaînant les postes sans jamais se plaindre. Cela la rendait invisible aux yeux de certains, menaçante aux yeux d'autres. On l'appelait parfois dans son dos la souris. Parce qu'elle se faufilait, discrète, sans bruit. Parce qu'elle ne parlait que lorsqu'elle avait quelque chose d'utile à dire. Parce qu'elle ne réagissait pas aux petites piques ni aux humiliations voilées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Madison entendait tout. Elle enregistrait chaque mot, chaque regard. Pas par vengeance, mais par lucidité. Elle connaissait les codes du monde dans lequel elle évoluait. Les dominants sont rarement ceux qui crient le plus fort. Et surtout, ce qu'ils ignoraient, c'est que Madison était mariée à Ethan Blake, un nom discret dans les journaux mais craint dans les cercles d'affaires les plus fermés. Un milliardaire autodidacte, né dans les quartiers ouvriers du Bronx, devenu en 10 ans un titan silencieux de la finance, des médias, de l'aviation privée et des nouvelles technologies. Un homme que même Wall Street évitait de provoquer, car il possédait ce que peu d'hommes riches avaient, une mémoire. Et une morale. Ethan et Madison s'étaient rencontrés 8 ans plus tôt lors d'un gala caritatif. Il avait été frappé non par sa beauté, bien qu'elle fût indéniable, mais par son calme. Son regard qui n'était ni impressionné, ni avide. Une femme qui ne voulait rien, sinon sa paix. Ils s'étaient mariés 3 ans plus tard, dans l'intimité la plus totale. Pas de paparazzis, pas de robes a $10,000, pas de stories sur Instagram. Un serment, pas un spectacle. Mais Madison ne portait pas son alliance au travail. C'était leur accord. Elle voulait mériter sa place. Ne jamais avoir à se demander si elle l'avait eu à cause d'Ethan. Elle voulait être jugée pour son travail, même si cela signifiait être sous-estimée. Un lundi matin, tout changea. Dès l'ouverture des portes de l'ascenseur au 38e étage de la Tour Keller, une tension flottait dans l'air, presque palpable. La société se préparait depuis des semaines à cette grande présentation devant les représentants d'un fonds d'investissement basé à Genève, susceptible d'entrer au capital de plusieurs projets internes. Ce contrat représentait une victoire stratégique pour la firme. Tout devait être parfait. Et Madison Blake veillait à cela. À 8h47,
Elle avait déjà vérifié les badges nominatifs, inspecté l'ordre de passage des intervenants et testé 3 fois les micros sans fil. Elle savait que personne ne la remercierait si tout se déroulait sans accroc. Mais elle savait aussi que si une bouteille d'eau manquait ou qu'un nom était mal épelé, ce serait sa faute. Et elle acceptait ce poids, comme toujours, sans bruit, avec efficacité. Elle traversa la salle de réunion, un classeur à la main et un dossier de synthèse sous le bras. Les talons de ses chaussures à semelles discrètes faisaient à peine du bruit sur le parquet ciré. Autour d'elle, des cadres s'agitaient, révisaient leurs slides, ajustaient leurs cravates. Dans cette ruche agitée, Madison était la seule à ne pas vibrer de nervosité. Elle était concentrée, ancrée, presque invisible. Et puis Lindsay Carter entra. Comme un orage dans un ciel trop calme. Lindsay portait un tailleur bleu nuit au tissu si lisse qu'il semblait glisser sur sa peau. Elle ne disait jamais bonjour, sauf aux supérieurs hiérarchiques et encore. Fille unique d'un magnate de l'énergie et nièce d'un sénateur du Massachusetts, elle se comportait dans les bureaux comme sur un tapis rouge. Son rire au perché précédait son arrivée. Son mépris, lui, restait jusqu'après son départ. Ce matin-là, Lindsay tenait dans sa main droite un gobelet géant de Coca-Cola, débordant de glaçons et sans couvercle. C'était interdit dans la salle, mais personne n'osait le lui rappeler. Elle s'avança d'un pas rapide, aperçut Madison à quelques mètres, puis changea subtilement de trajectoire. L'impact fut net. Lindsay heurta Madison de l'épaule, et le liquide jaillit du gobelet comme un geyser sucré, éclaboussant tout le devant de son chemisier blanc. Les gouttes glacées perlèrent le long de son cou, sa poitrine, ses bras. La boisson s'infiltra dans les fibres de sa jupe beige, détrempant les dossiers qu'elle tenait encore. Un instant, il n'y eut que le bruit d'un glaçon roulant au sol. Puis un rire nerveux. Un autre, plus franc. Et enfin la voix de Lindsay, douce, perfide. « Oups. Je suppose que les femmes de ménage sont déjà parties ?» Personne ne réagit. Un partenaire haussa un sourcil sans détourner les yeux de son écran. 2 collègues s'échangèrent un regard gêné, puis baissèrent les yeux. Un stagiaire rit, puis se tut aussitôt. Et Madison, elle, ne bougea pas. Elle fixa son chemisier, taché, collant à sa peau. Les dossiers qu'elle avait si soigneusement préparés étaient fichus. Elle cligna des yeux une fois. 2. Pas de larmes. Pas de mots. Seulement un silence profond, comme un gouffre. Elle se pencha lentement, ramassa les papiers trempés un par un, sans les secouer, sans les plaindre. Et puis, droite, trempée, elle sortit de la salle sans un mot. Ce soir-là, Madison rentra chez elle dans le silence le plus absolu. Son chemisier était toujours humide sous sa veste, malgré les heures passées à tenter d'oublier l'incident. Elle traversa le hall marbré de leur immeuble du 157, gratte-ciel mythique de Manhattan, sans un mot pour le concierge qui la salua avec courtoisie. L'ascenseur, recouvert de bois sombres et de miroirs sans taches, l'amena tout en haut, le dernier étage. Leur sanctuaire. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par l'odeur douce d'un thé noir au gingembre. Sur la terrasse vitrée, un homme lisait un rapport, assis dans un fauteuil en cuir gris, face à Central Park qui s'étendait comme un tapis vert sous le ciel du soir. Ethan Blake. Vêtu d'une chemise bleue nuit ouverte au col, il tenait un stylo entre les doigts. Son regard se leva dès qu'il entendit la porte se refermer derrière elle. Il vit son chemisier froissé, la trace brunâtre sur le tissu, l'épuisement dans ses yeux. Il se leva. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» demanda-t-il d'une voix calme, presque trop posée. Elle posa sa veste sur le dossier d'une chaise. Puis son sac. Puis son chemisier. Et seulement alors, elle répondit, simplement, factuellement. Elle raconta le choc. Le silence. Les rires. Pas de larmes. Pas d'accusation. Madison Blake ne savait pas pleurnicher. Elle n'en avait jamais eu le luxe. Quand elle termina, Ethan resta debout. Immobile. Son visage, de marbre, laissait entrevoir une tension sous-jacente, contenue. Il la regarda comme on regarde un tableau qu'on aime et qu'on vient de retrouver vandalisé. « Tu veux que je fasse quelque chose ?» demanda-t-il enfin, d'une voix douce, mais lourde de promesses. Elle s'approcha, planta ses yeux dans les siens. Il y avait dans son regard une tempête étouffée, une douleur sèche, et surtout une détermination qu'Ethan ne lui avait jamais vue aussi crue. « Ne fais rien pour moi, dit-elle calmement.
Fais-le pour toutes celles qu'on pense pouvoir humilier sans conséquence. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Il acquiesça d'un léger signe de tête. Puis, lentement, il retourna à son bureau, ferma le dossier qu'il lisait, et en ouvrit un autre. Celui marqué Keller et Wade. 3 jours plus tard, à l'aube d'un vendredi de printemps, un séisme discret secoua les étages supérieurs de Keller et Wade Consulting. À 6h58 précises, la direction reçut une notification confidentielle via Bloomberg Terminal. Une OPA, offre publique d'achat, venait d'être officiellement lancée sur Keller et Wade. Montant proposé, 100% du capital. Modalité, paiement intégral en cash. Origine. Blake Holdings. Le nom fit frémir les cadres. Blake Holdings. Ce groupe tentaculaire, réputé pour ses rachats discrets mais radicaux, l'un des fonds d'investissement privés les plus puissants du pays, le genre d'entité qui ne parle pas, mais agit. Freudment. Definitivement. Dans les étages inférieurs, une rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Les employés échangeaient des regards inquiets près des machines à café. Tu crois que c'est vrai? Pourquoi eux? Mais qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Personne ne savait que la réponse tenait en un mot. Justice. Le vendredi suivant, tous les employés, du stagiaire au directeur financier, furent convoqués dans la grande salle de conférence, celle-là même où Lindsay Carter avait versé son coca 3 jours plus tôt. Les stores étaient relevés. La lumière du matin filtrait par les vitres, exposant chaque visage, chaque œil inquiet. L'atmosphère était lourde. On ne parlait pas. On attended. Puis, à 9h pile, la double porte s'ouvrit. Et il entra. Ethan Blake. En costume sombre, sans cravate, les cheveux peignés en arrière, le regard perçant. À son bras, Madison, droite, impeccable, vêtue d'un tailleur ivoire qui soulignait sa posture et sa sérénité retrouvée. Son sourire, discret mais assumé, figea la salle plus sûrement qu'un coup de tonnerre. Un silence de plomb s'abattit. Certains se redressèrent. D'autres baissèrent les yeux. Lindsay Carter, elle, blêmie. Ses doigts crispés sur l'accoudoir de sa chaise trahissaient une panique mal contenue. Elle savait. Elle se souvenait de son rire. De sa phrase. Elle aurait pu s'excuser. Elle ne l'avait pas fait. Ethan se abanca vers le pupitre. Il regarda longuement l'assemblée, sans parler, savourant l'effet du silence. Puis, calmement, il prit la parole. Je suis Ethan Blake, président de Blake Holdings. Et, depuis hier soir, propriétaire unique de Keller et Wade Consulting. Un murmure parcourut la salle, vite réprimé. J'ai acquis cette société non pas pour ses résultats, ni pour ses talents bien qu'il y en ait, mais pour ses erreurs. Car parfois, l'arrogance, l'humiliation gratuite et la lâcheté banale ont un coût réel. Et aujourd'hui, je suis venu le faire payer. Il tendit une feuille à l'assistante RH, debout à ses côtés. À compter d'aujourd'hui, les personnes suivantes sont licenciées pour comportement incompatible avec les valeurs humaines fondamentales. Lindsay Carter. Il marqua un temps. Ainsi que toutes les personnes ayant assisté à une scène d'humiliation sans intervenir, et ayant ri. Les noms figurent sur cette liste. Vous recevrez votre indemnité de départ. Et une leçon, je l'espère. La stupeur fut totale. Lindsay se leva, tremblante, cherchant à protester. Mais, c'était une blague. Une simple. Ethan l'interrompit d'un regard froid. Une blague. L'humiliation n'est pas un style d'humour. C'est une arme. Il se tourna ensuite vers Madison, la désignant d'un geste plein de respect. Quant à Madison Blake, que vous avez ignorée, sous-estimée ou méprisée, elle est nommée directrice exécutive du département éthique et développement humain. Elle aura pleine autorité sur la politique de management interne. Toute personne souhaitant rester dans cette entreprise devra désormais répondre à une seule exigence, la dignité. La sienne. Et celle des autres. Il posa ses papiers, puis ajouta. Le pouvoir ne vaut rien s'il n'est pas utilisé pour redresser ce qui est tordu. Aujourd'hui, nous recommençons. Avec d'autres règles. À la sortie de la salle, les employés évincés quittèrent les lieux, certains en silence, d'autres la tête basse, d'autres encore en larmes. Lindsay, elle, fut escortée jusqu'à l'ascenseur, son badge désactivé sur le champ.
Madison, restée debout près du pupitre, fut approchée par plusieurs collègues. Certains s'excusèrent. D'autres la remercièrent. Tous la regardaient désormais différemment. Ce jour-là, Madison ne leva pas la voix. Elle leva le standard. L'histoire fit rapidement le tour des médias. Mais pas pour les raisons classiques d'un rachat financier fracassant ou d'une lutte de pouvoir en entreprise. Non. Ce qui captivait journalistes et téléspectateurs, c'était la leçon humaine derrière le geste d'Ethan Blake et la réaction exemplaire de Madison. Les chaînes d'information en continu, les grands journaux, les podcasts de développement personnel, tous relatèrent ce moment singulier où la dignité avait triomphé de l'arrogance. Les reportages montraient des images de Madison, calme, élégante, cette femme qui avait subi l'humiliation sans éclat, mais qui, derrière, fomentait une révolution silencieuse. Sur les réseaux sociaux, ce fut une explosion. #Respect Madison devint un cri collectif, un symbole universel. Des millions de tweets, de posts, de vidéos rendirent hommage à sa force tranquille, à sa résilience face à l'injustice quotidienne. Des femmes, de toutes origines, envoyèrent des témoignages, racontant leurs propres humiliations au travail, leur combat contre la discrimination invisible. Des influenceuses, des activistes, des cadres et même des PDG reprirent le hashtag. On vit apparaître des manifestations spontanées dans plusieurs grandes villes américaines, où des pancartes proclamaient « Respecter la dignité, pas le pouvoir arrogant ». Le silence est complice, la justice est collective. Madison, elle, resta discrète. Elle ne chercha jamais la lumière, ni la gloire. Elle refusa les interviews multiples, les plateaux télé, les sollicitations pour écrire un livre ou donner des conférences. Ce qu'elle voulait, c'était agir. Vraiment. Sous sa direction, Keller et Wade Consulting connut une métamorphose profonde. Les procédures internes furent revues. Chaque employé avait désormais accès à un canal d'écoute confidentiel pour signaler les discriminations ou les abus. Un comité d'éthique indépendant fut créé, avec Madison à sa tête, pour garantir que la culture d'entreprise ne reproduise plus jamais les erreurs du passé. Un programme de mentorat dédié aux femmes invisibles, comme elle, vit le jour. Des jeunes femmes issues de milieux modestes, souvent mises à l'écart dans les sphères corporatives, trouvaient enfin un appui, un réseau, une voix. Pourtant, chaque matin, rien ne semblait avoir changé. Madison continuait de suivre sa routine simple. Elle prenait son café noir, sans sucre, à la petite boutique au coin de la rue. Elle saluait avec un sourire le portier de l'immeuble. Elle arrivait à son bureau à l'heure, comme si rien ne s'était passé. Mais la différence était là, palpable. Ce fut un matin, quelques semaines après sa nomination, que Madison entra dans la grande salle de réunion pour la première fois en tant que directrice exécutive. Une scène qui, autrefois, aurait pu passer inaperçue, se transforma en un instant solennel. À son arrivée, les conversations s'interrompirent. Les regards se posèrent sur elle avec admiration. Un à un, les collaborateurs se levèrent. Pas un murmure. Pas un geste forcé. Un respect silencieux, authentique, sans équivoque. Madison croisa ses regards. Son sourire fut cette fois-ci, non plus discret, mais lumineux. Elle comprit alors qu'elle n'était plus la souris qu'on ignorait. Elle était devenue un symbole. Un symbole de courage, d'intégrité, et surtout, d'un changement possible.